Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 6 du Try Bandit podcast. J'espère que vous êtes bien amusés avec l'épisode 5 et notre ami Cameron Brown parce qu'il a des choses bien rigolotes à partager, même si en néo-zélandais c'est pas toujours facile à comprendre, il a un accent qui est bien sympa, ça fait travailler l'anglais. Merci Arnaud de nous avoir partagé ça. Comment ça va monsieur Arnaud? Écoute, ça va plutôt bien, tu vois, soleil dans le Jura, un petit peu de neige, du ski. Non, ça va, ça pourrait aller plus mal que tout ça. Ouais. Ça pourrait aller plus mal. Bon, aujourd'hui on a un autre invité de marque, c'est le cas de le dire. J'ai la chance et l'honneur d'avoir un invité que j'admire vraiment beaucoup au quotidien pour son côté sportif, mais aussi pour son côté professionnel. C'est un triathlète bien sûr aguerri, puisqu'il a fini des triathlons, je n'en compte plus, mais entre autres Embrun et Nice. Embrun, on a une petite anecdote que on vous partagera peut-être tout à l'heure. C'est un grand monsieur du triathlon et du monde du vélo, parce qu'il a la chance d'avoir un métier extraordinaire par son parcours professionnel. Il est rentré en 1998 dans une entreprise qui est une enseigne blanche et bleue, et il est encore aujourd'hui maintenant dans cette entreprise, Decathlon bien sûr, et c'est un grand leader puisque c'est le leader de la marque Van Rysel. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis super content de partager ce podcast avec vous et avec vos auditeurs. Donc voilà, super content. Ben, merci beaucoup. Alors, triathlète, on a la chance d'être à peu près nés en même temps. Je crois qu'on rentre tous les deux cette année à peu près à la même période de l'année dans la catégorie V3. Ça nous rajeunit pas, mais c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'expérience. Euh, j'ai noté Embrun. Te plains pas, parce que moi, je suis une catégorie au-dessus encore. Nice et Embrun, quels sont tes meilleurs souvenirs? Et puis après, forcément, derrière, comment t'es venue cette passion du triathlon? Alors meilleur souvenir en brun puisque c'est mon premier full distance. C'était un challenge que j'avais relevé avec mon équipe à Clermont-Ferrand, puisque quand je me suis inscrit pour Embrun, je venais d'intégrer le magasin de Clermont-Ferrand comme directeur. Et dans mes équipes, il y avait un triathlète, Philippe de Vichère, qui avait en son temps fini troisième, je crois, à l'Embrunman, que j'ai appris à connaître et on s'est lancé ce défi de faire Embrun et de le terminer. Il y avait un petit challenge entre nous puisqu'il m'avait dit mais de toute façon avec ton niveau d'entraînement tu ne pourras pas finir. Et on avait parié un resto sur Clermont. Et je crois que c'est ce petit challenge qui m'a permis de finir mon premier Embrunman en 16 heures, 17 heures pratiquement, mais une expérience incroyable. Incroyable. En quelle année Oh, c'était ça? je ne pourrais pas te dire. 2000 je ne me rappelle plus, frère, je regarde 2005, quelque chose 2005. comme ça. Ok. Et le Ouais. triathlon, donc c'est cette année-là, c'était rentré dans le triathlon par Embrun. Alors non, je suis rentré dans le triathlon quand j'ai commencé je me suis blessé au foot. Moi, j'étais à la base footballeur. J'ai joué pendant de nombreuses années à Guignon. C'est un petit club sympa en Saône-et-Loire. Et puis, je me suis blessé au genou. Et donc, dans ma rééducation, je me suis mis à faire du vélo. Et puis après, je me suis dit, tiens, le triathlon, c'est toujours un sport qui m'avait fasciné, d'enchaîner ces trois disciplines. Et je me suis dit, tiens, je vais faire mon premier triathlon. C'était à Mâcon, comme j'étais sur le magasin de Mâcon, en découverte. Après, j'ai fait des S. Je crois que j'ai fait un M et j'ai sauté directement sur la catégorie full distance et en l'Embrunman, quoi, voilà. Et quand je suis sorti de l'eau pour mon premier Embrunman, pour moi, c'était déjà une première victoire. De toute façon, la sortie de l'eau, l'opération natation à Embrun, c'est déjà une victoire. Le départ de nuit, la bagarre un peu et tout ça, les algues, les deux tours et tout, ça reste quand même Exactement. un peu de spectacle, quoi. Je me rappelle avoir pleuré à la sortie de la natation parce que c'était juste pour moi déjà quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, tu continues à faire du triathlon, tu arrives encore à te fixer des objectifs et puis avoir suffisamment de temps pour t'entraîner à peu près correctement? Alors oui, oui, alors ma vie a changé, ma vie a changé puisque maintenant j'ai quatre enfants. Mes deux derniers font du triathlon à un bon niveau. Et donc, ça nécessite de la disponibilité des parents, forcément, pour
les entraînements, pour les courses. Donc je me suis mis à dispo de mes enfants, mais je continue à m'entraîner. Tu vois, cette année, j'ai fait des petites distances et j'ai fait le triathlon de Gérardmer en XL. Voilà, c'était le petit défi de l'année que je m'étais fixé. Le fait de se fixer des défis te permet aussi de t'entraîner régulièrement. Donc voilà. Et puis cette année, j'ai eu la RAF, la Race Cross France, c'était au mois de juin, fin juin. Et donc la première partie de l'année, c'était quand même consacré au vélo. Mais j'adore le tri et pour moi, c'est un des plus beaux sports. Et quand t'es pas bien dans une discipline, bah, tu peux t'entraîner sur l'autre. Quand tu es blessé en course à pied, tu peux quand même nager. Donc je trouve que c'est hyper ludique et c'est très bon pour le corps et très bon pour la tête. Ouais, et puis en plus, si tu veux, tu pratiques plusieurs sports en termes de renforcement. Enfin, moi, le triathlon, ça fait 33 ans que j'en fais, et c'est vrai que ça m'a permis de. Comme tu dis, hein, il y a toujours un moment où, quand tu es un peu moins bien à pied pour X raisons, bah, tu peux toujours compenser en partie sur le reste. Et puis, je pense que de nager, de pédaler et de courir, c'est quand même trois sports vachement simples à la base et où tu travailles la totalité de ton corps. Et je pense qu'on a des athlètes qui sont quand même un peu moins blessés en triathlon, sauf quand on fait des idioties, des bêtises, mais ça reste un sport où on arrive quand même à rester en forme relativement longtemps. Il suffit de nous regarder, on a tous, je pense que on n'a pas loin de 150 ans sur la balance tous les trois et on dirait qu'on a 22 ans. Alors qu'est-ce qu'on est beau, quoi. Vraiment, le triathlon, ça nous sauve, quoi. D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais te poser un petit peu plus précise, parce que donc ton métier doit être hyper prenant, et tu l'as dit, tu as un côté papa qui te demande aussi de la dispo. Comment tu trouves le temps? Tu organises ta journée à l'avance, ou c'est un petit peu entre guillemets au jour le jour où tu arrives à te libérer? Comment ça se passe? Là, on a eu une année très très chargée avec le projet Van Rysel. Donc forcément, c'est beaucoup de temps passé au bureau. Et donc, c'est une optimisation des calendriers. C'est-à-dire, moi déjà, je viens travailler en vélo. Donc, ça me fait entre 14 et 25 allées en fonction des 3 ou 4 parcours que j'ai établis pour venir travailler au Béthune Village. Et donc déjà là, le fait d'avoir des efforts réguliers tous les jours, je trouve que ça permet d'entretenir un fond très intéressant. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, aller bosser en vélo, déjà rien que ça, ou des fois je vais en vélo, je reviens en course à pied. Donc j'essaie d'optimiser mes temps un petit peu off. Et après, ouais, c'est mon calendrier et puis les créneaux que je peux réserver pour pouvoir m'entraîner. Nous, on s'est mis une règle au niveau de l'équipe, c'est de ne pas mettre de réunion, si possible, entre midi et deux. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une règle qu'on a établie. Et donc, ce qui nous permet, entre la pause déjeuner, on a 2 heures, de pouvoir s'entraîner, aller nager, aller courir, faire le fameux tour du midi de l'équipe Van Rysel à Lille, qui est connu. Et donc voilà. Quand on revient bosser à 14 heures, on rentame une nouvelle journée, reposé, calme. Et c'est vraiment super de travailler dans ces conditions-là. Il y a un segment Strava, je crois, hein, sur cette balade-là. Ouais, il y a un segment Strava, ouais. Ça doit pas toujours être du foncier, je pense, donc du coup, forcément. Bon, on parle pas beaucoup. Et vive la convivialité. Euh, Exactement. et du coup, en off, un petit peu avant, là, on parlait de la Race Cross France. Donc moi, je t'avais vu au départ de la 500, et tu es parti un petit peu toi en off sur la 1200. Comment t'as vécu à la fois l'arrivée de la 500 et ton, entre guillemets, ton relatif échec sur le 1000 ou le 2005, dans le sens où c'est des objectifs qu'on se fixe sur l'année, et du coup, comment on rebondit là-dessus? Bah, le 500, j'y ai été sans forcément avoir une préparation spécifique. J'ai beaucoup souffert par manque d'expérience. Je pense, il faut respecter les épreuves et les distances. Et donc, quand tu y vas et que tu n'es pas forcément bien préparé dans le sens organisation, bah, ça coince. Donc, j'avais pas prévu d'arriver en haut du Ventoux en pleine nuit avec des températures qui avaient chuté. J'avais pas pré... Alors, l'équipe d'organisation a aussi paumé mon sac de transition. Il y a 3 ans. 3 ans, ouais. 2019?
Donc c'est Non, pas l'année 2020. dernière, c'est l'année d'avant. C'est quand tu fais le 2005, je crois, L'équipe Arnaud. d'organisation avait paumé mon sac de transition, donc j'ai pas pu changer de cuissard. Et donc j'ai vraiment eu des brûlures au niveau des fesses qui m'ont vraiment fait souffrir le deuxième jour, 2022, 21, 21, ouais. Et donc j'ai souffert sur le 500. Après sur le 1000, donc l'année dernière, départ qui était à mince, Megève. La semaine juste avant, j'ai un accident en triathlon sur un M et j'ai un énorme hématome sur le mollet qui m'empêche de bien pédaler. Donc je me dis impossible de pouvoir se lancer sur une épreuve comme ça avec une blessure parce qu'il y a quand même du dénivelé sur le 1000. Donc j'ai décidé donc je me suis fait d'abandonner, quoi, de ne pas prendre le départ. Je me suis fait chambrer par l'équipe, bien évidemment, mais j'ai quand même pris le départ le jour J à l'heure où je devais partir de Tourcoing. Et donc au fil des kilomètres, eh bien voilà, musculairement, ça allait de mieux en mieux et j'ai pu rejoindre Cannes. Une expérience incroyable. Et le 2005, cette année, euh, pareil, départ du Touquet. J'avais pas fait de gros entraînements, de préparation, de longue distance, etc. Et ce que j'avais remarqué sur le 500, sur la 1000, pardon, de l'année dernière, c'est plus j'allais loin dans le parcours, mieux j'étais. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que les premiers kilomètres, les 200, 300 premiers kilomètres, forcément, c'est un peu compliqué. Puis après, au fur et à mesure, mon alimentation, mes besoins changeaient. Un truc de fou, je ne voulais plus de sucré, j'avais des envies de poisson, de thon, de maquereau, d'avocat. Donc vraiment, mon régime alimentaire changeait. Je perdais forcément un peu de poids. Et je suis arrivé à Cannes vraiment très bien et très frais. Et je m'étais dit, là, cette année, je pense que les 1000 premiers seront un peu compliqués. Et une fois qu'on aura passé globalement la base de vie de Mulhouse, eh bien, ça ira nettement mieux. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai passé le Jura, les Vosges, le Jura, les Alpes, nickel. Franchement, je me surprenais moi-même. Là où j'ai eu un petit coup d'arrêt dans le parcours, c'est des orages qui nous ont. La course a été neutralisée pendant une soirée et une bonne partie de la nuit. Et moi, j'étais bloqué dans un col et j'ai eu hyper froid. J'ai dormi dans un abribus sans pouvoir manger. Et là, ça a mis un coup de frein au moral et au corps. J'ai vraiment souffert. Sur tout ce qui est ultra comme ça, et quand c'est des courses qui sont sur plusieurs jours, on peut arriver super bien préparé, mais il y avait une très belle interview de Sean Conway, là, celui qui a fait les 105 Ironman en 5 jours en Irlande. Et il disait globalement, on peut pas se préparer pour ce genre d'événement. C'est l'événement qui vous prépare à la suite, en fait. C'est les 5 premiers qui vous permettent d'arriver au 10e, c'est les 10 premiers qui vous permettent d'arriver au 20e, etc., etc. Et la RAF, pour l'avoir fait 2 fois, c'est vrai que les conditions météo, c'est vraiment la clé du truc parce que si ça commence à partir en couille au milieu de quand t'es dans les Alpes et tout ça, c'est extrêmement problématique, quoi. Exactement. Ouais, je suis vraiment passé de l'euphorie à la détresse. Moi, ça a été une aventure humaine incroyable. C'est-à-dire, j'ai rencontré des personnes au bord de la route. Parce que quand moi je suis passé, forcément, la tête de course, elle était passée depuis longtemps. Et un accueil juste incroyable. Et après, on, on saucissonne la course en étapes. Les cols difficiles, tu les gères en étapes aussi. Tu fais un col de 15 bornes, c'est pas un col de 15 bornes, c'est 3 étapes de 5. Et donc tu fais 5, tu te reposes, tu bois, tu manges, tu refais 5. Et donc j'ai eu une bonne gestion jusqu'à ce fait de course. Et je m'étais dit, allez, on va jusqu'à Villard-de-Lans et à Villard-de-Lans, à Lens-en-Vercors, pardon. Globalement, j'abandonne, je prends le train, j'aurais déjà fait
j'aurais battu mon record, je prends le train et je remonte sur l'île. Et jusqu'à un petit village près de Valence, je me suis dit là j'abandonne. J'ai appelé le PC Course en disant bon bah ça y est, ma RAF est terminée. Globalement j'ai atteint mon objectif de battre mon record de distance. Et la personne que j'avais au bout du fil, qui était un peu mon ange gardien pendant toute la course, m'a dit écoute Nico, tu prends 10 minutes. Et dans ma tête j'étais parti, tu vois. Et tu prends 10 minutes et on se rappelle. Et là je me suis dit mince. Il m'a mis le doute, il m'a rappelé, et je dis non, mais je ne peux pas abandonner maintenant, je suis reparti. Et donc j'ai rappelé ma femme en lui disant écoute, tu m'attendais pour manger, bah, tu m'attendras pas, je repars et je repars sur la route de la RAF. Et donc j'ai roulé pour être encore dans les temps, jusqu'à Barcelonnette. Barcelonnette, Arnaud Manzanini, qui est un ami, me dit écoute, ne monte pas le col de Caillol parce que on a eu des hypothermies hier, il fait hyper froid, reste à Barcelonnette. Donc j'ai passé la nuit dans les toilettes de Barcelonnette qui étaient chauffées. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré le maire de Barcelonnette à la présentation de l'étape du Tour 2024 à Paris. Il était à côté de moi dans la queue pour rentrer sur l'event et je lui ai dit écoutez, vous avez des toilettes qui sont extraordinaires. Donc il m'a regardé un peu bizarrement. Elles m'ont sauvé la vie. Je lui ai expliqué un peu, donc ça l'a fait marrer. Et après, quand je me suis relevé le matin, j'avais soit deux options, soit le col de Caillol et je faisais la boucle des 200, soit je coupais et je prenais le col d'Athos ou Alos, je ne sais plus, qui permettait de plonger directement sur Cannes. Et voilà, j'étais un peu juste en timing. Je devais rentrer sur l'île parce que j'avais des réunions dès le lundi. Donc j'ai décidé de couper. Et donc ça m'a fait 2300, pas les 2500. Mais une super expérience. Et ce que je retiens, c'est la distance qui fait peur te permet de mieux appréhender la course. C'est-à-dire, je suis parti doucement, je me suis écouté, je ne suis pas parti comme un abruti. Et puis, j'ai saucissonné l'épreuve de 2500 en plein de petites étapes où à chaque fin d'étape, c'était une victoire et je me reprojetais dans l'étape suivante. Donc, un mental, sur ces courses-là, c'est le mental qui te permet d'aller au bout, quoi. Et qui te permet de re-signer pour l'année prochaine. C'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect mental parce que tu as un poste avec des grosses responsabilités, avec un emploi du temps qui est très chargé. Et moi, dans une autre vie, j'ai été directeur de société aussi, certainement pas à ton niveau, mais euh, j'ai toujours fait le choix quand j'embauchais des gens, c'était quand tu as des gens qui se présentent. Et moi, dans le CV, ce que je faisais, j'allais en bas et j'allais voir si les mecs c'était des sportifs et quel type de sport ils faisaient. Et quand tu as des mecs qui ont prouvé quelque part par leur capacité athlétique que ils vont jusqu'au bout du truc et ils poussent et que quand c'est dur, ça veut pas dire que c'est fini, hein. On s'arrête quand c'est fini, on s'arrête pas forcément quand c'est dur. J'ai toujours privilégié ça. Et toi, est-ce que tu as les mains déjà dans les ressources humaines au niveau de Van Rysel et est-ce que c'est quelque chose que vous regardez un petit peu quand vous allez recruter des collaborateurs? Oui, j'ai plusieurs fois recruté des collaborateurs dans des vestiaires. C'est-à-dire le un sport, quoi, quelqu'un qui fait du sport, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau. Euh, Ça te permet de voir certaines choses que tu ne vois pas forcément lors d'un entretien. Comment il se comporte dans le groupe, comment il appréhende les échecs, comment il aide l'autre qui est en difficulté. Et souvent, j'ai affiné, peaufiné mon recrutement sur le terrain avec les collaborateurs qui postulaient sur le projet Van Rysel. On recrute beaucoup en interne et souvent, c'est le premier contact qui se fait en dehors du contexte professionnel. J'ai comme ça à l'esprit 4-5 collaborateurs que j'ai rencontrés ou que j'ai vus ou que j'ai observés pendant des courses, pendant des entraînements, pendant des tours du midi, dans les vestiaires. C'est là que tu vois vraiment la personne. Et là, tu ne peux pas tricher. En sport, tu ne peux pas tricher. Non, tu peux pas tricher. Et puis, tu, euh, je veux dire, au final, vous vendez du sport.
chez Decathlon. Et tu peux difficilement avoir un mec qui n'est pas un échantillon sur lui, quoi. Tu vois, et si tu as un mec qui fait pas de sport, qui sait pas de quoi il parle et tout ça, il y a un moment, c'est extrêmement compliqué. Moi, hier, par exemple, j'ai appelé une concession voiture pour acheter d'une marque qui vend que des voitures électriques et la nana m'a demandé si je voulais une hybride ou une diesel. Donc, tu t'arrêtes tout de suite si tu veux quand tu as des collaborateurs qui sont pas les mains dedans, si tu veux, à savoir de quoi ils parlent. C'est compliqué. Et je pense que chez Decathlon, euh, alors enfin, pour parler un petit peu de ça, moi j'ai toujours vu arriver Decathlon un petit peu comme étant un rouleau compresseur qui allait un petit peu endommager le tissu des petits magasins et tout ça. Euh, c'est pas forcément une critique, hein, mais c'était la vision que j'en avais moi en termes de pratiquant et tout ça. L'arrivée de votre marque Van Riesel, de tout ça, le e-commerce aussi qui a complètement révolutionné aujourd'hui la distribution des produits, a fait que le Decathlon, moi, ma vision aujourd'hui telle que j'en ai, ça a switché un petit peu du rouleau compresseur qui allait détruire le tissu à quelque chose qui allait certainement participer à la sauvegarde du tissu parce que le e-commerce, les grosses plateformes de e-commerce qui étaient arrivées, et bon d'ailleurs on voit où ça les emmène pour certaines, mais vous êtes un petit peu aujourd'hui, j'ai tendance à vous voir un petit peu comme les gardiens du temple, c'est-à-dire d'arriver avec à la fois une nouvelle marque, du produit qualitatif, des prix qui restent super compétitifs, voire extrêmement compétitifs. Et, euh, et je voulais amener un petit peu la conversation là-dessus parce que toi, clairement, tu es un pratiquant, tu fais du triathlon, tu fais du vélo, tu es dedans à longueur d'année. Euh, que- comment, qu'est-ce qui a été moteur à un moment entre le switch Decathlon, Van Riesel? Alors moi déjà oui, ce qui est important, ce que tu dis, c'est je suis pratiquant, je suis passionné. Et tu peux pas être sur ces projets-là si tu comprends pas ton sport. J'ai été aussi vendeur cycle, j'ai été technicien atelier, j'ai commencé ma carrière chez Decathlon comme technicien à Mâcon. J'ai réparé des vélos, j'ai vendu des vélos. J'ai rejoint Amica quelques années plus tard sur Nevers, on a travaillé ensemble. Et donc moi, j'ai connu, si tu veux, dans les années 2000, l'arrivée en World Tour avec AG2R et Cofidis. Et en tant que vendeur, moi, j'avais eu une très très grande fierté de me dire, bah, mes produits qui sont des fois que je vends, qui sont des fois un petit peu décriés comme des produits d'entrée de gamme, etc. Bah, ces produits étaient confiés à des pros. Et avec ces pros, on avait gagné quand même 200 courses dans le monde entier. Notamment avec une star, Yann Kirsipiou, qui était un super sprinter. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et à l'époque, l'image avait changé. Vraiment, l'image avait changé. Et quand j'ai été, après pas mal d'années, j'ai eu la responsabilité en tant que chef de produit de la gamme des vélos, route, je me suis dit, il y a quand même un océan bleu. C'est-à-dire, ça on parle souvent d'océan bleu en marketing, c'est-à-dire un endroit où les concurrents ne sont pas forcément présents et où on pourrait proposer des produits ultra techniques qui restent quand même accessibles, parce que moi je constatais quand même une flambée des prix qui n'était pas toujours justifiée. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, se payer un vélo, un équipement de qualité, c'est quelquefois le prix, tu nous parlais de voiture, c'est des fois le prix d'une voiture ou d'une moto. Et avec, et avec une image, une belle image, c'est-à-dire ne pas acheter parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter plus cher, en gros, mais être fier de l'achat qu'on a pu faire. Et moi, je constatais à l'époque des clients qui achetaient nos produits, des vélos, qui les destiquaient pour les restiquer. Et je trouvais qu'il y avait quand même un problème. Moi, en tant que chef de produit, j'ai eu à gérer la marque Between Racing, Between sur le vélo. Et c'est une marque qui n'a jamais réussi vraiment à s'implanter sur le segment sportif, bien sur le segment mobilité enfant, mais sur le segment sportif, c'était compliqué. Et donc, en 2017-18, j'ai proposé ce projet à Decathlon. On était 10. Et en gros, c'était un projet où on allait essayer d'explorer le monde du cyclo-sport. Alors à l'époque, on n'avait pas le triathlon. Le triathlon qui nous a rejoint il y a 2-3 ans. En se disant, on va faire une belle marque avec des produits ultra techniques. On va prouver que ces produits sont techniques, mais qui restent dans l'ADN Decathlon, c'est-à-dire quand même accessibles. Et c'est là où le projet est né.
Et on a passé beaucoup de temps sur le nom. Parce que pour moi, le nom, il était hyper important dans le contexte de l'époque. Ça fait énormément, ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire un petit bench. Il y a 2 boîtes qui ont attiré mon attention. 3 boîtes, trois, une en interne, 2 en externe. La première, c'est Simon en interne, qui est une belle marque que Decathlon a rachetée il y a quelques années, implantée au cœur de son terrain de pratique, avec une usine juste à côté qui fabrique des mousquetons. Un leader à l'époque euh, qui, euh, qui était pratiquant, passionné de montagne, et qui malheureusement est né, pardon, lapsus, est mort lors d'un accident en montagne. C'est une personne que j'appréciais énormément, que je respectais énormément. Donc Simon, euh, le groupe Renault avec la marque Alpine. Je trouvais qu'il y avait une segmentation qui était intéressante avec une marque Alpine qui faisait rêver, et puis la marque Dacia qui était là pour rendre accessible avec des produits de qualité, et une marque dans les Pyrénées, parce que je suis originaire du Sud-Ouest, la marque Soulor, qui est une marque de chaussures de rando un peu haut de gamme, qui est basée au pied du Soulor. Donc quand j'avais appelé un des responsables, il m'avait dit voilà, projet hyper simple, on est au pied du Soulor, on s'appelle Soulor, les ateliers sont là, on fabrique, on teste juste à côté. Et le, j'avais trouvé l'histoire de cette marque hyper intéressante. Et donc, on a passé du temps sur la marque Van Rysel. Le cahier des charges était très simple et je l'ai gardé, je l'ai encore là. C'était le nom devait avoir du sens, donc pas une marque gratuite, parce que les marques gratuites, c'est des marques tendance, donc ils peuvent aller très haut et chuter après aussi vite. La marque devait exprimer là où on est et là où on sera durablement, dans le Nord, les pavés, les Flandres. C'est juste une mine d'or qu'on avait sous les pieds qu'on n'exploitait pas, alors que Specialized ou d'autres, ou Trek ou autres venaient régulièrement faire des shoots photos ici, et voire même appeler certains de leurs vélos Roubaix ou autres. Devait avoir une petite connotation flandrienne, parce que quand je me déplaçais, avant le Covid, quand on allait aux États-Unis, en Australie, au UK, etc., à chaque fois, on disait, bon ben voilà, nous on vient de Lille, juste à côté de Roubaix, les pavés, paf, tout de suite, il y avait un grand sourire, et on parlait pendant des heures et des heures des classiques. Et donc ça a été l'élément fondateur de ce projet-là. Comme on était une véritable petite start-up, on s'est dit, si on veut aller très vite, très loin, très haut, on va devoir s'associer avec les meilleurs. Donc on a changé notre façon de concevoir les produits. Chez Decat, on a tendance à internaliser toutes les compétences, etc. Ben là, on a dit on va travailler avec les meilleurs. Donc on a travaillé avec Swiss Side en Suisse. On a travaillé avec Onera, l'agence aérospatiale de Lille, sur le nouveau RCR. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, d'avoir en face de nous des partenaires ultra motivés pour bosser le projet, et puis d'apprendre énormément aussi à leur côté. Et puis on s'était mis 2 grosses échéances, 2022, 2024, 2025. C'était 2022 World Tour avec une équipe pro en textile. On a fait avec Cofidis. En plus, Cofidis, c'est le Nord, c'est juste à côté de chez nous. Et en 2024-25, on s'était dit World Tour avec vélo casse-lunettes. C'était pas gagné au lancement du projet. Et on a officialisé la semaine dernière notre retour en World Tour pour 5 ans avec l'équipe Decathlon H2R. Voilà. L'histoire en condensé de la marque. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, et puis la réflexion qui est derrière, et comme tu disais, le choix du nom, c'est quelque chose qui est primordial. Et moi, ça fait longtemps que je suis dans ce sport. Enfin, je sais pas, j'ai une vingtaine de vélos à la maison de toutes marques différentes parce que j'ai eu différents supports, différents contrats au cours de ma petite carrière en triathlon. Euh, mais autant j'avais le sentiment que les Between étaient achetés parce que on allait acheter un Between parce que c'était ce qu'on pouvait se payer. Aujourd'hui, on va s'acheter un Van Rysel parce qu'on veut un Van Rysel. Et, moi, personnellement, jamais j'aurais été acheter un Between, mais jamais. Et ça fait quelque temps que j'essaye que je suis sur votre site pour essayer de regarder la disponibilité. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, on a acheté autre chose récemment parce qu'au niveau dispo, bah, tu nous en parleras peut-être un petit peu après, mais c'est un petit peu plus compliqué actuellement. Mais vous avez des produits qui sont des produits que déjà ils sont très beaux. Euh,
Et j'ai eu l'occasion d'en voir un vrai et de pouvoir poser mes mains en vrai et pouvoir poser mes mains dessus. La qualité de la peinture, la qualité de la finition, il n'y a pas grand-chose à envier au meilleur. Et, euh, et je trouve que votre démarche en termes d'approche, déjà, il faut qu'on arrête de nous faire avaler qu'un vélo décemment équipé, c'est 10 000 balles. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a. Et puis, comme on en parlait dans un podcast précédent, la nature, elle a horreur du vide, hein. Dès l'instant où tu tires un marché vers le haut, vers le haut, vers le haut, ben, tu vas libérer à un moment une plage de marché en bas. Et, euh, et on retrouve un petit peu ça aujourd'hui avec les groupes où on nous a fait croire que les groupes, ben, c'était 1500, 3000 et 4005 en fonction de la gamme 105 Ultegra du Race. Je pense que tu dois être un petit peu au courant, mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des groupes chinois L2 avec leur groupe IRX aujourd'hui qui arrive, ou pour en gros 800, moins de 800 euros, tu as un groupe complet électrique sans fil, l'équivalent du Force, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement d'intégrer dans votre gamme de produits? Parce que dans le marché des groupes, effectivement, de monter un groupe en Ultegra ou en Force, ben, tu as la marque, t'as le prestige du composant. Mais de tous les essais que j'ai vus, moi, sur ces groupes chinois, euh, non seulement ils sont en gros à 30, entre 30 et 40% du prix d'un groupe équivalent, et en termes de fonctionnement, ça fonctionne aussi bien, quoi. Donc, je voulais un petit peu avoir ton sentiment là-dessus, quoi. Alors nous sommes en veille sur tout ce qui se fait, bien évidemment, sur le marché. On teste énormément de composants, de produits. Euh, Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Ça permet de... je sais que les retours qu'on a en interne, en externe, de clients, voire même de marques, moi, j'ai très bon contact avec d'autres responsables d'autres grandes marques. Et ils nous disent, waouh, là, vous arrivez et vous êtes un sacré challenger et vous allez rebattre un petit peu les cartes, remettre tout le monde un peu dans le sens de la marche et vous allez faire du bien. Et donc, nous, on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour toutes les grandes marques. Moi, j'adore les grandes marques qu'on voit sur le vélo. Ils font un travail exceptionnel. Mais nous, on arrive avec un angle de vue un peu différent. Je pense que ça va nous aider à rendre les produits un peu plus accessibles, parce qu'on associe souvent le prix du produit à la qualité ou à la performance. Mon père, récemment, me disait, ouais, mais un casque à 50 euros, il protège moins bien qu'un casque à 120. Je dis, c'est complètement faux. Parce que si je te montrais les rapports de test de certains casques à 120, tu dirais, waouh, c'est compliqué. Nous, nos casques, aujourd'hui, on va bien au-delà de la norme. On les met à 50 euros. Et récemment, j'ai fait un run and bike. J'ai vu plein de casques Van Rysel 500 sur des gamins. Je me dis, waouh, là, on rend des produits canons et qui sont sécuritaires, qui sont performants. Alors, on va monter en gamme. On va aller chercher des casques encore plus légers. Les futurs casques qui vont arriver, on a un gros travail en R&D, donc ils coûteront plus cher que les tops de gamme qu'on avait il y a quelques années. Par contre, on continuera à avoir dans notre offre des produits accessibles. Sur les lunettes, pareil. Sur les lunettes, là, on va signer des contrats avec des grands verriers pour aller encore chercher plus de qualité, plus de performance. Mais on essaiera de garder dans notre offre, encore une fois, des produits accessibles. Et quand on a des nouveaux composants qui arrivent, ben nous, on les teste, on essaye de voir si potentiellement on peut créer des partenariats, parce que les marques chinoises aujourd'hui, il y a de ça un mois, j'étais à Shanghai, ils commencent à faire des produits, mais c'est même pas qu'ils commencent, c'est qu'ils font des produits incroyables. En voiture, tu parlais de voitures électriques, j'ai été estomaqué de ce que j'ai vu en Chine, de voitures chinoises. C'est-à-dire les voitures un peu pas très quali, pas très belles il y a quelques années. Là, ils sont en train de mettre une claque monumentale aux fameuses références européennes qu'on peut avoir ou américaines sur le marché. Donc on est hyper attentif. Nous, le marché chinois, c'est un énorme marché pour nous en tant que marque Van Rysel. Et on a de très bons contacts avec justement les nouveaux qui arrivent sur le marché.
Bah, si, pour revenir à ce que tu disais sur la Chine, là, moi j'ai été très longtemps, j'ai roulé qu'avec des roues Zip parce que j'étais aidé par Zip, donc j'ai eu toute la gamme de Zip, hein, des 101 au disque. Et la meilleure paire de roues que j'ai eue dans ma vie, c'était une paire de 454 858. Et récemment, on a acheté une paire de roues Elite Wheel, rayon carbone, roulement en céramique, 1180 grammes la paire, tubeless. C'est Elles sont clairement au-dessus de ma paire de 454, 858 en termes. Alors, je ne sais pas les tester si tu veux au niveau aéro, bien évidemment, mais le rendu au guidon, la relance, la légèreté, la rigidité des roues et le produit chinois qu'on voyait comme un produit un peu pourri, merdique, pas cher il y a quelques années, on est bien au-delà de ça. Et pour faire le parallèle avec l'auto de ce que tu racontes, en 2001, moi j'étais au Challenge Bibendum qui est, qui est- qui est organisé par Michelin et qui était là un petit peu pour faire du networking sur toutes les nouvelles technologies propres au niveau des véhicules. Donc on était sur le circuit de Shanghai, c'était en parallèle d'un salon international et à l'époque les constructeurs chinois, donc ceux qu'on voit aujourd'hui, hein, les Dongfeng, ceux qui s'appellent désormais BYD, toutes les NIO, etc. Ces marques-là existaient déjà à cette époque-là en Chine et le discours était déjà clair, c'était nous n'irons pas à la compétition avec les moteurs thermiques sur les grandes marques allemandes parce qu'on n'a pas la reconnaissance, on n'a pas tout ça. Par contre, nous, on est persuadé que le futur de l'automobile, c'est un futur qui est électrique. Et déjà en 2001, ils investissaient dans la recherche et le développement sur les véhicules électriques. Et aujourd'hui, ils arrivent avec des produits qui sont exceptionnels. Et Exceptionnel, c'est le mot. non, mais c'est clair. Et Vraiment, hein, c'est incroyable. ouais, ouais. Eh ben, voilà, moi j'avais une voiture électrique d'une grande marque américaine, voilà, on va pas leur faire de la pub, mais que je viens de vendre hier parce que je viens d'acheter une BYD, une voiture chinoise que je suis allé essayer avant-hier, parce que en termes de qualité, en termes de performance et en termes de prix, enfin, c'est littéralement exceptionnel. Et le vendeur avec qui j'étais là-bas, c'était quelqu'un qui travaillait chez Mercedes, qui était en charge de la marque AMG, qui a switché chez eux parce qu'aujourd'hui ils considèrent que ces produits-là, technologiquement, étaient plus avancés. Et pour te dire, on a testé un véhicule en Chine d'un collaborateur chinois qui nous accueillait pendant la semaine. Et moi, je lui pose une question. Je dis, ouais, mais les recharges, bon, c'est un petit peu ce qui est embêtant aujourd'hui sur un véhicule électrique. Il me dit, oui, pas de souci, tu vas voir, on va les recharger ma voiture. Donc, j'étais curieux de vivre l'expérience. On fait une petite parenthèse hein, sur la voiture, mais on a été sur une borne de recharge. Il a garé sa voiture, 3 minutes, montre en main. Il y avait un système qui prenait les batteries, qui les enlevait, qui remettait des batteries chargées à plein. On est reparti. Il n'est même pas descendu de sa voiture. Et on repartait pour l'autonomie, la full autonomie. Donc, ouais, ouais, c'est incroyable, La vraiment science-fiction. incroyable. Donc, ouais. Donc, ils sont en train de, ouais, ouais, ils ont plus que rattrapé leur retard. Et donc, nous, on est très attentifs à ce qu'ils vont pouvoir proposer. Et encore une fois, le fait d'arriver sur le marché ça va permettre de rebattre un petit peu les cartes et de rechallenger aussi les mastodontes aujourd'hui qui sont quelquefois qui manquent peut-être un petit peu de flexibilité ou autre. Et ça va stimuler tout le monde et ça va plutôt dans le bon sens, à mon avis. Alors, je me permets de rebondir du coup, parce que on va parler un tout petit peu produit. Vous avez parlé voiture, mais ça m'intéresse pas trop les voitures. Par contre, quand on parle de vélo, ça m'intéresse un petit peu plus. Donc, on avait découvert il y a pas très longtemps le NCR, le petit cadre carbone qui est hyper joueur et qui permet à la fois de faire du gravel, du route, qui est confortable de manière incroyable. Là, on a un vélo de la science-fiction avec le RCR qui arrive. Et au mois de juin, vous avez fait un teasing incroyable avec un vélo de chrono. De mémoire, c'est le premier vélo de chrono de la marque Decathlon, hein, c'est ça? Et là, le XCR, Le premier, ouais, le premier, ouais. c'est le premier vélo de chrono. Et le XCR qui a l'air d'être très très joli. Alors on va reparler des partenariats après, parce que vous avez, en plus, vous êtes partenaire de 3 triathlètes et sur toutes les distances, un peu le court, le long. Ces vélos-là, du coup, c'est des vélos dont vous avez rêvé, c'est des vélos, parce que comment ils arrivent là, on a bien compris qu'il y avait énormément de recherche et développement, c'est des projets de plus de 3 ans, mais c'est le rêve à qui ces vélos-là? C'est les rêves à l'équipe, à Nico, c'est un petit peu tout.
Bah, nous, notre objectif et notre ambition, c'est d'atteindre le top 5 des marques mondiales à 5 ans. C'est très simple, top 5 à 5 ans, en termes de notoriété. Donc passer on n'a pas le classement encore mondial, on est en train de le calculer, on va dire à la 20e place, arriver dans le top 5. Top 5, c'est quand même Giant, Spey, Trek, Canyon et Van Rysel. Globalement, c'est le top 4 et nous, on se met avec eux dans le top 5. Et ça laisse derrière nous un paquet de marques connues et reconnues dans le monde. Donc, cette ambition montre l'accélération qu'on doit opérer, qu'on a déjà commencé, qu'on va devoir opérer dans les mois et les années à venir. Et donc, le World Tour, la compétition, c'est un passage qui est obligé. C'est un passage qui est obligé parce que on travaille avec des athlètes professionnels dont c'est le métier, donc eux, ils sont très axés performance, et qu'on doit arriver sur ce marché-là, surtout quand on est une jeune marque qui doit tout prouver, avec des produits ultra performants. On doit être dans une logique de marketing de preuve. On ne peut pas jouer sur notre image en disant ouais, mais vous inquiétez pas, on est la grande marque qui maîtrise tout, etc. Nous, on doit prouver qu'on est au meilleur niveau. Et donc le World Tour, je vous parlais des 2 étapes 2022-2025 qu'on s'était notées, incluait, si on voulait aller en World Tour, incluait d'avoir à minima 2 vélos, c'est-à-dire un vélo route classique qu'on pouvait décliner en 2 versions, aéro, light, montagne, et un TT. Donc on a commencé à étudier le sujet, on est parti plutôt dans une logique d'aéro light, c'est-à-dire un combo entre un vélo très typé montagne et un vélo aéro, puisqu'aujourd'hui les courses, même des courses de montagne ou des classiques, elles se courent assez vite, très très vite. Donc la notion d'aéro, elle est hyper importante. Donc on est parti on a pris des anciens pros, etc. On les a vachement écoutés et on est plutôt parti sur une option Aerolite. Et on avait besoin d'un TT, donc on a lancé quasiment les 2 modèles en même temps. Et là, on va avoir donc on avait aussi le cyclocross. On n'en parle pas, mais on a aussi une team cyclocross, la team Van Rysel. Et on est en train d'étudier un nouveau châssis qui serait un pur aéro. Puisqu'on risque d'avoir des demandes dans la team de coureurs qui, eux, voudront un pur aéro pour les épreuves qui se gagnent au sprint ou les épreuves assez plates. Et donc, il est en gestation avancée dans nos bureaux ici à Liège. Ça veut dire qu'il y a une autre bombe de Decathlon qui arrive, une autre bombe Van Rysel. Ouais, Ok, exactement. merci pour la pépite. Aligner, enfin, faire un partenariat avec une équipe Pro Tour comme ça, vous leur amenez combien? Moi, j'avais des chiffres en tête qui m'avaient été communiqués à l'époque de Movistar. Je crois que c'était 120 vélos pour l'équipe Pro Tour pour la saison. Est-ce que, enfin, je sais pas si c'est des chiffres que tu peux divulguer, mais est-ce que c'est toujours du même grandeur d'esprit? C'est beaucoup plus, puisque le partenariat G2R, c'est un partenariat qui est sur trois équipes aujourd'hui. Et pour nous, c'était important de pouvoir aussi accompagner les équipes de formation, puisqu'on a effectivement la World Tour, qui est une grosse World Tour, et on a une équipe U23 et U19. Donc, tu multiplies ce que tu m'annonces par 3, et globalement, on n'est pas très loin. Voilà. Donc, c'est un gros partenariat. Ça fait un peu de matos, quoi. Ouais. Oui, alors après, on va avoir sur les prochaines années un système, parce qu'on est aussi dans une logique de développement durable, on va avoir un système de roulement entre les vélos, entre les équipes, pour éviter de recommander tout le parc chaque année. Et on va aussi revendre des vélos en fin d'année pour alimenter les années, quoi, les futures saisons. Donc il y a tout un système de transfert, de reprise, de revente qui est en train de se mettre en place pour justement gérer ce parc de vélos-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une marque de roues et qui me disait que pour eux, bah, principalement le passage du freinage patin au freinage disque rend ta jante quasiment
avec une durabilité quasiment à vie, quoi. Et eux mettaient en place dans leur gamme, donc c'est quelque chose qui va sortir dans les 12 à 18 mois, j'imagine, mais c'est-à-dire que les personnes qui ont une paire de roues de cette marque-là, comme la jante, en fait, elle souffre pas, il y aura une possibilité, par exemple, tous les 2 ans, 3 ans, ou en cas de revente, de renvoyer la roue à l'usine. Et eux faisaient un check complet, roulement, tension des rayons, etc. Éventuellement remplacement du moyeu avec les évolutions technologiques, euh, comme par exemple ce qu'on a vécu entre le 11 et le 12 vitesses, quoi. Mais l'idée était de dire, une paire de roues aujourd'hui, sa durabilité, elle est plus limitée dans le temps ou par un certain nombre de kilomètres comme elle pouvait l'être au moment des freins patins, c'est-à-dire que la bande de freinage était creusée, c'était foutu, la jante était morte. Et ils avançaient effectivement le côté environnemental du truc, mais je trouvais que la démarche était vachement bonne et vachement appréciable à ce niveau-là. Ouais, ça va être un sujet qu'on va travailler, nous, avec cette team, avec ces 3 teams. Tu vois, par exemple, on a un super contact avec Ma Vie est Belt qui recycle des pneus de vélo en ceinture. Donc, on les a rencontrés plusieurs fois. Ils sont sur Roubaix, hein, je les ai rencontrés plusieurs fois. Et on va mettre en place un système de partenariat avec l'idée de pouvoir essayer par exemple, le pneu de Ben O'Connor du Tour ou du Giro ou autre, le récupérer à la fin de la course, de pouvoir le noter, c'est le pneu de Ben sur telle course, de leur envoyer pour qu'eux puissent transformer ces pneus en usagers, en petite œuvre d'art que tu achètes pour offrir ou autre. Donc voilà, on va mettre en place ces systèmes-là également. Ok, alors je voulais juste rebondir sur le côté partenariat. Je suis désolé, je t'ai coupé Arnaud, mais sur l'historique du partenariat Decathlon avec le monde du vélo, je pense, c'était 2006 ou 2007, la dernière année avec AG2R. Il y a Christophe Moreau qui fait champion de France, je crois d'ailleurs, cette année-là, sur un des premiers cadres carbone. Il y a une petite disparition du peloton pro. Et là, maintenant, en quelques années, on va dire en 2 ans, 3 ans, vous avez alors le partenariat avec un team VTT UCI et un team cyclocross dont on parle pas, mais qui est hyper performant et qui est hyper présent aussi. Nous, on s'était vu sur la Race Cross France, donc vous êtes partenaire là-bas. Il y a aussi le partenariat avec, ça c'est le meilleur pour nous, le partenariat avec 3 triathlètes. Il y a Denis Chevreau, Justine Mathieu et Paul Georgentoum. Donc là, on a de tout, on a du court, on a du long. Vous avez le naming avec le triathlon de Gérardmer. Et je crois que c'est en mai 2023 où vous avez repris la Conti Lille-Roubaix, où vous avez re-signé, vous les avez un petit peu entre guillemets sauvé l'équipe, sauf erreur de ma part. Et là, il y a le projet Decathlon AG2R qui est juste énorme. Qu'est-ce qui vous a permis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a permis ce switch du Decathlon se retire à Decathlon revient et communique beaucoup et est très présent dans ces sports. C'est le produit, c'est le projet, c'est l'humain, c'est un peu tout. Alors, aujourd'hui, un produit, on a souvent pensé qu'il suffisait de faire de très bons produits pour convaincre. Euh, Moi, je suis complètement aligné par rapport à ça. Il faut faire des produits excellents en usage, mais il faut leur donner un petit supplément d'âme. Il faut proposer, on en parlait tout à l'heure, hein, passer de l'achat raison, j'ai pas suffisamment de budget pour acheter une très grande marque, à l'achat passion, cette marque, elle me donne envie et j'ai envie d'acheter ce produit-là. Et ça passe par de la communication et du marketing. Et globalement, chez Decathlon, on n'a jamais été forcément très fort sur ces sujets-là par le passé. Il y a eu une prise de conscience et moi j'ai souhaité porter ce projet-là. Ce projet d'aller chercher du cyclo-sport c'était déjà une première petite étape vers le projet qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc ça passe par et la reconnaissance des athlètes, la reconnaissance de nos pairs. Ça c'est quelque chose qui est pour moi incroyable. C'est-à-dire quand un coureur vient te voir et te dit waouh, j'ai jamais roulé avec un vélo comme ça, il n'est pas obligé de te le dire. Et surtout c'est son outil de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sur la course du dimanche ou autre. Lui, c'est un peu comme en Formule 1. Hein. Tu as beau être le meilleur pilote du monde, si tu as le moteur qui finit pas
finis pas le Grand Prix, tu gagnes pas. Donc eux, c'est leur outil de travail. Ils doivent être performants. Et donc, je trouve que c'est une relation qui est hyper saine. Et il y a eu ce déclic-là. J'ai un collègue que je connais très bien, que j'apprécie, qui est leader, Fred Boitard, qui est leader du foot. Quand ils ont été partenaires de la Ligue 1 du ballon, tu avais quand même Messi qui a validé, Messi et tous les autres, hein, les Mbappé et les autres, qui ont validé le ballon de la Ligue 1. Et le ballon de la Ligue 1, s'il n'est pas bon, tu ne tires pas les coups francs, quoi. Tu gagnes pas tes matchs. Et donc, le fait que Kipsta puisse être validé par les clubs, les joueurs, le staff, etc., je me dis, waouh, c'est juste incroyable, quoi. Donc voilà, il y a eu ce changement d'état d'esprit. Et c'est vrai que le monde du vélo, c'est quand même enfin, dès l'instant où tu rentres dans le monde du vélo, tu te mets au devant et tu t'exposes parce que s'il y a bien un sport qui est traditionnaliste et qui a des idées plutôt ancrées, enfin, je veux dire, il suffit de parler du débat boyau, pneu, tubeless et puis on fait un podcast de 10 heures, quoi. Mais on est quand même dans un sport où tu as des mecs euh, qui ont des idées particulièrement arrêtées. Il y a l'aspect tradition, historique, esthétique qui rentre en ligne de compte et tout ça. Et c'est vraiment un sport qui est un petit peu compliqué en termes de business. Et quand je pense que quand tu arrives à faire fonctionner et faire du produit qui fait envie dans le monde du vélo et de faire changer un petit peu l'état d'esprit des gens, c'est que quelque part tu fais quand même quelque chose d'assez correct. Moi, il y avait un petit sujet que je voulais aborder, la question disponibilité, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le RCR par exemple, euh, c'est quasiment impossible d'en avoir un. De temps en temps, tu vois un mec qui met une photo sur les réseaux en disant «Ouah, j'en ai un, j'en ai trouvé un». Mais alors, soit c'est un 58, soit c'est un double XS. Est-ce que le problème de disponibilité, il est lié à la demande ou est-ce que quelque part, Van Rysel, euh, comment je peux exprimer ça sans a une disponibilité du nombre de produits relativement limité pour rendre le produit désirable un peu plus. C'est une technique marketing qui est bien connue. Ou est-ce que c'est plutôt orienté par le fait vous voulez apporter qu'un certain nombre de vélos sur le marché de façon progressive pour que les magasins, pour que les vendeurs, pour que la machine se mette en route de façon progressive? Alors, merci de me poser cette question, c'est une super question. Euh, Juste en préambule, parce que moi je suis hyper connecté sur les réseaux, je vois les commentaires, etc., que ce soit sur les gammes actuelles ou les gammes passées. Euh, le message que je souhaitais vous partager, c'est qu'on est concepteur de produits. Je vois des fois des commentaires, ouais, mais ils ne conçoivent pas, ils mettent un sticker dessus. Absolument pas. Absolument pas. On passe un temps de dingue et on met des moyens de dingue pour concevoir nos produits. Nous sommes aujourd'hui maîtrisants du lay-up. Le lay-up, c'est comment un cadre carbone est construit. C'est-à-dire un cadre carbone, c'est du fait main, c'est des empiècements de carbone que tu colles avec un certain poids de colle à certains endroits, avec un tressage différent, etc. Donc un cadre avec un design identique peut avoir des comportements mais complètement différents. Donc c'est la compo du cadre, nous on la maîtrise. Il y a plein de très grandes marques que je respecte qui ne maîtrisent absolument pas et qui délèguent ça. Donc ça c'est important que un peu ces détracteurs que de dire ouais on n'aime pas Van Rysel, on n'aime pas Decathlon, moi j'entends. Mais par contre il faut juste respecter le travail qui est fait par les équipes parce que franchement c'est des sacrés concepteurs de vélos. Alors si je peux, je suis désolé, je te coupe juste 2 secondes. Il y a l'année dernière, enfin moi j'ai pas fait beaucoup d'épreuves. Par contre, vous avez, je pense déjà à mon avis, franchi 80% de votre chemin. Parce que j'ai jamais vu autant de Van Rysel dans les pelotons, que ce soit sur les cyclos ou sur les tris. Et surtout, j'ai vu des gens qui étaient fiers d'être sur leur Van Rysel. Petit aparté, mais moi aussi j'attends un RCA. Voilà. Et après, sur la dispo, c'est une très bonne remarque, parce que j'ai entendu aussi en interne, chez nous, en externe, qu'on gérait la rareté, que effectivement, c'est des fois des techniques marketing qu'on retrouve des fois un peu dans le luxe, même souvent.
Nous, aujourd'hui, on n'a absolument pas cette stratégie-là. Moi, en tant que commerçant, si je peux mettre deux fois plus, trois fois plus de produits sur le marché, on va le faire. On est malheureusement confronté et on est encore un petit peu, si tu veux, dans la logique post-Covid, c'est-à-dire que le Covid est derrière nous, mais nous, on l'a encore un petit peu ici au niveau de Van Rysel, c'est-à-dire des compos qui sont pas dispo. Un vélo, c'est 80%, c'est 80 composants globalement qu'on doit assembler. Il t'en manque un, bah, t'es piégé. Ouais, ouais, il sort pas, ouais. Et là, aujourd'hui, il sort pas. Et là, aujourd'hui, on a des problématiques de dispo de certains composants parce que nos partenaires, ils sont au taquet et qu'ils n'arrivent pas à nous livrer, à nous livrer en temps et en heure. Et donc, le RCR aujourd'hui, sincèrement, là, et la demande, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on est capable de fournir en ce moment. Là, la Chine a mis en vente des vélos RCR cette semaine, début de semaine, parce que la Chine produit pour la Chine, c'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, les équipes Decathlon Chine assemblent des vélos en Chine et pour le marché chinois. Et toutes les quantités qui ont été produites ont été vendues en 12 minutes, je crois, 12 minutes. Et on avait 100 fois plus de demandes que de quantités qui étaient disponibles ce jour-là. Et donc, c'est une énorme frustration, mais une énorme frustration de ne pas pouvoir, en tant que commerçant, proposer plus. Mais là, on est au taquet de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais, de toute façon, quand tu as une contrainte achat, il y a un moment ou un autre, soit si demain vous arrivez avec vos groupes faits à la maison, vous pourrez maîtriser le cycle de fabrication et les volumes de production. Mais dès l'instant où il y a des composants qui sont achetés, tu es soumis à la disponibilité de tout ça. Est-ce que tu saurais, toi, nous partager ce que représente le marché Van Rysel, par exemple, sur le RCR français en termes de nombre de ventes sur 2023? Est-ce que vous imaginez pouvoir faire sur 2024 ou est-ce que c'est du top secret? Alors, on ne communique pas trop sur les chiffres, mais aujourd'hui, on a, on n'est absolument pas, en termes de part de marché, que ce soit en France ou en Europe, encore moins dans le monde. On a juste un océan devant nous à aller conquérir. Ce qu'on vend aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir en France une position de leader sur la partie vélo. Donc, même si le marché est un peu morose en ce moment, puisque beaucoup de marques sont surstockées du fait des décalages de commandes, de livraison, de trucs, etc., on a, nous, des grosses opportunités à aller chercher en gagnant des parts de marché. Donc, avec un vélo comme le RCR et le NCR et d'autres, les Gravel ou autres, on a de beaux arguments pour bousculer un petit peu la hiérarchie déjà établie sur ce marché-là. Et ils sont fabriqués où les cadres? Et puis la partie montage, ça se fait où? C'est fait en France, ça? Ou c'est toi, tu reçois les vélos qui sont déjà préassemblés? Alors, sur la partie cadre, on a un partenaire qui est en Asie, au Taïwan? Vietnam. Au Vietnam, tiens. Vietnam, ouais, Vietnam, très 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 bon partenaire, J'ai bossé très longtemps au sérieux. Vietnam, donc je connais bien Ouais. le niveau technologique que tu peux avoir là-bas. Ouais. Ouais, ils sont vraiment vraiment bien. Euh, et, et donc les cadres, après les vélos pour l'Europe, toute l'Europe haut de gamme sont assemblés à l'usine à Bithune Village. Donc en 2015, on a rapatrié toute la prod du Portugal au Bithune Village, ce qui en fait une proximité très intéressante, c'est-à-dire quand on a un souci sur la ligne, on va tout de suite, on prend notre vélo, on fait 400 mètres et on est directement sur les chaînes de montage. Donc tous les vélos carbone qui sont vendus partent du Between Village. On a l'Asie qui fait pour l'Asie, en airshoring, donc ils sont vraiment autonomes, mais ils prennent nos cadres de nos usines, nos composants, et ils assemblent pour l'Asie. Et on a une partie des vélos alu qui sont fabriqués au Bithune Village et une autre au Portugal. Donc on est vraiment 100% Europe et après Asie pour Asie en termes d'assemblage. Donc c'est super parce qu'on a gagné en qualité, on a cette réactivité, meilleure dispo. Et puis là, dans le projet qu'on est en train de construire, on avait les pros qui étaient là la semaine dernière.
On a le service course qui est au Bitume Village qu'on va inaugurer là dans quelques semaines. On a l'usine où les vélos sont assemblés. On a l'équipe de conception à Lille. Donc, ouais, on est plutôt pour les aficionados du Made in France, on est quand même bien implanté dans le Nord et on fait vivre pas mal de collaborateurs. Donc ça, c'est super cool et j'en suis très fier. D'accord. Et j'avais une question que je voulais te poser également parce que moi j'ai vécu longtemps en Asie et en Asie quand Canyon est arrivé, moi j'ai vécu en Asie entre 2000 et puis 2015 à peu près et c'était un petit peu l'avènement de Canyon si tu veux sur le marché du vélo, du triathlon, etc. Et on est arrivé rapidement à avoir des magasins de vélo puisque moi j'avais une société de distribution de matériel de vélo à ce moment-là, donc des casques, du cadre, du textile. Et il y avait certains magasins de vélos qui ne voulaient plus toucher les vélos Canyon parce que quelque part, en maintenance, je parle, hein, et il y avait, si tu arrivais avec un vélo Canyon, fallait payer l'équivalent de 50 euros en amont pour que ton vélo puisse être pris en charge. Est-ce que quelque part, euh, parce que vous allez être les vélos vont être vendus en ligne et livrés dans les magasins, est-ce que tu as pas peur à un moment que le tissu de proximité, c'est-à-dire tous les petits vélocistes que l'on peut retrouver encore en France, applique un petit peu ce genre de truc-là en disant non, non, nous, c'est du Van Rysel, ça ne nous intéresse pas, même si je trouve que la démarche, elle est un petit peu, parce que de la mécanique, ça reste de la mécanique, hein, et on sait que souvent, le gain, il est plus important sur une opération mécanique sur un vélo que parfois sur une vente. Comment tu penses approcher ça? C'est-à-dire que est-ce que tous vos magasins vont être superbement équipés pour assurer la maintenance des vélos? Parce que en termes d'image d'une marque, c'est quand même primordial de pouvoir avoir des vélos qui soient entretenus et remis en état si nécessaire. Ou est-ce que vous allez aussi vous reposer un petit peu sur le réseau de Vélocis local? Alors, on a pas mal de projets sur ce sujet-là. Déjà, on va avoir des magasins Decathlon qui seront référencés Gold, c'est-à-dire des magasins où on pourra mettre en expo les vélos et qui pourront garantir un niveau de service, que ce soit bike fitting, service après-vente ou autre, de top niveau. Donc on va essayer de mailler en France, en Europe et à l'étranger ces fameux magasins Gold. Donc ça, c'est une stratégie qu'on est en train de mettre en place. On a aussi la volonté de travailler avec d'autres. Donc, par exemple, Alltrix, qui fait partie du groupe. Donc, sur le magasin de Villeneuve d'Ascq, on a des produits Van Rysel qui sont mis en vente, aux côtés d'autres grandes marques. Donc, c'est aussi une stratégie de sortir un petit peu du réseau Decathlon et de se comporter comme une marque un peu plus autonome que d'autres marques du groupe. Et on a également la volonté de travailler, il y a 2 tests qui sont en train d'être lancés, des magasins Decathlon, Van Rysel, puisqu'aujourd'hui nous sommes une des rares marques au monde, si on ajoute le home trainer, je pense qu'on est la seule marque au monde à proposer la panoplie complète de l'utilisateur, c'est-à-dire casque, lunettes, textile, vélo, chaussures, chaussettes. Et donc, on a 2 projets qui devraient voir le jour l'année prochaine, 2 flagships, un en Europe et un à l'étranger. Et on a eu récemment une demande d'un entrepreneur belge qui voulait monter une boutique Van Rysel. Donc, intéressant de voir aussi que la marque commence à séduire certains entrepreneurs, sachant que les marques sont en train aussi d'intégrer leur distribution petit à petit, Giant Store, Space Store, ce qui laisse un peu moins de possibilités aux multimarques qu'on avait avant, des spécialistes vélo un peu indépendants. Et donc, Van Rysel peut être une solution aussi pour eux. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et nous, chez Decathlon, on entretient, on répare des vélos de toutes marques. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet déjà de faire un peu de business, de rendre service, faire un peu de business. Et puis si le client il est super content de l'accueil qu'on lui procure, il peut peut-être basculer sur notre marque. Donc je trouve que j'avais suivi Canyon et je trouve que c'était dommage. Nous, on n'a jamais refusé un client Canyon dans un magasin Decathlon, au contraire. Au contraire. Parce qu'il roule avec un Canyon, mais il peut très bien acheter des produits de nutrition, des chambres à air, des pneus.
Voilà, donc c'est pas grave. Ouais, puis On est plutôt open. le triathlon ou le vélo, c'est un sport où au moins plusieurs fois par an, tu es obligé de passer dans un magasin de proximité. Donc, si à un moment ce tissu-là, il n'existe plus, bah, tu t'affranchis de toute une partie du marché et je pense que c'est très compliqué d'un point de vue business, quoi. Exactement. Et il faut. Tu parlais de rouleau compresseur. Moi, je pense que non. C'est au contraire. Il y a de la place vraiment, vraiment pour tout le monde. Pour les bons, il y a de la place. Et tu vois, l'exemple que Michael prenait sur l'équipe de Roubaix, qu'on a, par notre support, permis de maintenir à ce niveau-là cette année. Eh bien, moi, j'ai rencontré Freddy de Diffus Sport, qui est l'équipementier textile. Je l'ai fait venir ici, on a discuté, un mec vraiment exceptionnel. Et ben voilà, on va certainement continuer à travailler avec lui. C'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, et c'était une belle rencontre. Donc, non, franchement, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Moi, j'ai un peu une question de bandit aussi que je voulais te poser. Donc là, on a parlé pas mal de Van Rysel, qui est plutôt l'aspect, je dirais, vélo, quoi. Est-ce que votre arrivée massive avec un sponsorship avec des athlètes, des triathlètes, une gamme de vélos de triathlon, est-ce qu'on va voir naître une marque décathlon, triathlon, ou est-ce que ça va être Van Rysel qui va couvrir les besoins triathlon? Parce que le triathlon, on va de la natation à la course à pied. Vous avez vos différentes marques déjà existantes. On sait que le triathlète est un client un petit peu particulier qui n'hésite pas parfois à dépenser des sommes d'argent relativement considérables pour certains produits. Mais est-ce que le triathlon, c'est un petit peu le byproduct de vos marchés natation, vélo, course à pied, ou est-ce que vous avez une vraie démarche triathlon pour vendre vraiment typiquement du produit triathlon, c'est-à-dire de la trifonction, du casque aéro, du manchon aéro, des trucs qu'on ne trouvera pas forcément sur les autres sports qui composent le triathlon. Déjà, nous, on va essayer de réunir un petit peu les deux mondes, c'est-à-dire le monde du World Tour, donc véloroute, le monde du triathlon. Pour moi, il y a plein de passerelles possibles qu'on peut créer entre ces deux mondes-là. Un Denis Chevreau, il était invité à Auréville du World Tour. On l'a connecté avec la cellule perf de Decathlon AG2R pour dire à un moment donné, toute l'expérience qu'il a sur la partie vélo, ça peut à un moment donné peut-être servir des Bruno Lamirail ou autres sur la partie chrono. Donc on va essayer de créer comme ça des passerelles. Euh, il n'y aura pas de marque, d'autres marques triathlon, ce sera Van Rysel. Et on va essayer de se concentrer sur les produits corps, les produits où on peut vraiment apporter un plus. La tréfonction, tu en as parlé. Le casque, on est en train de travailler des casques route, aéro, TT, etc. Bah ça, est-ce qu'on a besoin d'un casque spécifique? Bah, je pense pas. En tout cas, on va le mesurer. Les combis de néoprène, est-ce qu'on fait pas? Bah, aujourd'hui, c'est hyper compliqué le néoprène. Hyper compliqué. C'est pas green. C'est voire même des fois un peu nocif sur certains compos quand on fait des tests. Donc on va voir comment on peut rendre le produit un peu plus cool. Donc voilà, il y a toutes ces études qu'on va mener pour voir où on positionne Van Rysel sur le marché du triathlon. Ça reste un marché qui est un petit marché ultra fragmenté, 2 milliards à peu près sur le tri, 16 milliards sur la route. Donc voilà, on va essayer de travailler intelligemment sur la partie triathlon. Et donc le XCR là que vous avez montré, c'est un cadre normé UCI. Est-ce qu'il y a un projet XCR entre guillemets tri ou ça restera pour l'instant la version dispo? Alors pour l'instant, le XCR version tri, on va partir du même châssis, toujours dans une logique d'optimisation. C'est-à-dire, nous, la contrainte maxi, c'est la box UCI. Donc on a fait ce cadre en fonction des contraintes. On va avoir une version triathlon issue de ce cadre-là, où on va venir avec un système de tiroir mettre en place une box sur ce vélo-là. On va le trialiser pour permettre aux athlètes de pouvoir l'utiliser sur des triathlons. Et après, est-ce qu'on va aller sur
un vélo pur triathlon, on s'affranchit de toutes les règles UCI. On l'a en tête et après on verra si on priorise ou pas. Parce que ça reste un marché de niche et on n'a pas de, on a des budgets aussi à respecter et on va devoir à un moment donné prioriser. Donc on l'a en tête, mais on ne sait pas si. Mais en tout cas, ça peut être un projet juste incroyable. Moi, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai un truc qui m'est tombé sur le coin de la gueule ce matin et j'ai pas eu le temps de le gérer. Je voulais juste, donc je vais laisser Mika finir sur l'interview avec toi. Moi, je voulais vraiment te remercier de ton temps et puis d'avoir répondu à nos questions parfois candides. C'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un comme toi. Je pense que il y aura sûrement un épisode 2 bis Nico qui sera à faire et on sera présent sur les courses. Et c'est vrai que et pour avoir été dans ce sport depuis bien longtemps, quasiment de la naissance, moi je trouve que c'est bien. Et les dernières années, j'avais vraiment vu une dérive sur les prix matos qui étaient devenus complètement déraisonnables ou je veux dire, voilà, c'est pas, ça faisait plus sens. Et je trouve que c'est bien, c'est rafraîchissant et ça va peut-être changer un petit peu la connotation du triathlon qui était vraiment vu comme étant un sport de riche. Et moi, quand j'étais à Singapour, donc jusqu'en 2017, pour la petite anecdote, c'est que en l'espace de 5 ans, le triathlon avait supplanté le golf chez les cadres supérieurs. C'est-à-dire que le triathlon il y avait plus de gens qui switchaient du golf vers le triathlon parce qu'il y avait ce côté euh, vision d'un sport de riche qui était là. Et je pense que dès l'instant où on devient trop élitiste, eh ben, on se coupe d'une grosse partie des jeunes de la base. Et si jamais les jeunes ne peuvent pas se permettre de faire du triathlon, ben, à un moment, on a tous un gros problème d'un point de vue business, quoi. En tout cas, Nico, Exactement. merci beaucoup. Au plaisir de te rencontrer. Merci. J'espère vraiment qu'on se reverra sur une raf parce qu'on a dû la faire à un moment ensemble. Avec plaisir. À bientôt. Allez Arnaud. Ciao. Je vois qu'on en est déjà à 1h10, donc du coup je vais pas t'embêter trop longtemps Nico. Je t'avais préparé un tout petit questionnaire très rapide, mais juste comme ça, c'est le choix, petit questionnaire de Proust, et on terminera avec ça parce que je vais te laisser bosser. C'est très simple, ça commence en douceur, puis ça finit un tout petit peu plus grand. Aujourd'hui, si tu avais à choisir, tu prendrais un vélo de route ou un contre-la-montre? Un contre-la-montre. Un contre-la-montre. Tu prendrais un VTT ou un gravel? Un gravel. Plutôt Shimano ou plutôt SRAM? Plutôt SRAM. Plutôt SRAM. 52-36 ou 48-35? Une petite question de spécialiste. 52-36. 52-36. En hiver, t'es plutôt indoor avec les copains ou outdoor avec les collègues? Indoor avec les copains. Indoor avec les copains, tiens donc. Mm. Une cyclo pour toi, tu préfères plutôt Paris-Roubaix ou Tour des Flandres? Ah, Euh, ah, pour, pour moi, en tant que ouais, pratiquant, Tour des oui. Flandres. Tour des Flandres. Un Ultra 300, la Race Cross France ou la Race Cross Belgique? Race Cross France. Race Cross France. Un col mythique, ah, il y en a trois. Le Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez ou l'Izoard? L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez. Ouais. Et ben du coup, le triathlon de l'Alpe ou Embrun? Embrun. Embrun. Ouais. Et le petit dernier, juste pour faire un clin d'œil à l'actu, pour un championnat du monde, tu préfères Nice ou tu préfères Kona? Kona. Kona, ouais, super. Le côté mythique Qui fait rêver. qui fait Ouais. rêver. Ouais. Bon, Ouais. et ben je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup pour tout, Nico, pour ton temps, ta dispo et pour t'être livré comme ça. À très bientôt, que ce soit dans la vraie vie, Merci. sur un dossard ou peu importe. Mais en tout cas, merci beaucoup. Les projets, j'ai pas eu le temps de te demander ça. Les projets 2024, il y en a beaucoup au niveau sportif. À sportif, c'est la RAF 2005 terminée. D'accord. Voilà. Bon, il y a un gros Ça projet va, alors. gros projet. Et puis après, avec les enfants, ils vont avoir un calendrier assez chargé, donc on va essayer de se fixer quelques objectifs avec les enfants. Et puis voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais partager, c'est faites du sport, faites du tri parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. Et dans un environnement qui est des fois un peu stressant, un peu morose, bah, ça permet d'évacuer toutes les mauvaises ondes et les mauvaises idées. Donc voilà, c'est De bien. partager, comme tu disais, la boucle est bouclée, Exactement. partager, faire des rencontres Mm. et pouvoir effectivement se sortir un peu du stress ambiant. Super. Merci, Exactement.
Bon, génial. Merci beaucoup, Nico. À très bientôt. Merci Mika, à bientôt. Bonne année et bonne continuation avec tous les partenariats et tous les projets qui t'attendent. Ça roule, merci à vous, à bientôt. Merci.